Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. L'émission, comme chaque dimanche soir à minuit, Écho dans la nuit, présentée par moi-même, votre hôte Benoît Muche. Vous pouvez suivre l'émission en direct sur la page Facebook de l'émission à l'adresse facebook.com/Écho dans la nuit. Ou vous tapez dans le champ de recherche Écho au pluriel dans la nuit. Nous allons commencer cette émission avec une nouvelle, lue interprétée par l'auteur, qui s'appelle Justine Guillard, qui est en studio, et qui va donc vous lire une nouvelle mystérieuse que je vous laisse apprécier. Lady Cauliflower avait pris pour habitude de loger dans les hôtels d'aéroport. Elle adorait l'idée qu'en toute saison, il était possible de rester en transit. Elle appréciait particulièrement le principe absolu qui voulait que l'on ne restât que par pure obligation de contrainte dans ce genre de lieux impersonnels. Elle ne prenait jamais l'avion. Elle en avait une peur certaine. Elle détestait d'ailleurs, au plus haut point, tout ce qui touchait de près ou de loin à la structure du terminal, qu'il soit de départ ou d'arrivée. Observer les autres nourrissait Lady Cauliflower d'une sensation simple et manifeste de pouvoir sur autrui. Elle arborait, en présence de ses congénères, une attitude ostentatoire de dédain et de détachement, et prenait tout son temps pour s'adonner à la pratique. Elle était empreinte, en la matière, d'une élégance toute relative, qui consistait à épier sans répit la foule alentour, donnant le sentiment instinctif que tout était fait au hasard. Chaque mercredi, Lady Cauliflower se rendait en ces lieux de cérémonie et se postait, tantôt assise sur un fauteuil, tantôt dans les étages, afin de jauger avec courtoisie le monde qui s'affairait sans qu'elle ne prît la moindre initiative. Elle avait ses habitudes, donc, ses petits rituels. Il n'était pas automatique pour elle de rester pour la nuit, de commander une chambre. Non pas qu'il fût question de finances, mais bien d'une intuition saisie au moment même où elle pénétrait dans l'hôtel. Il lui était déjà arrivé de parcourir plusieurs centaines de kilomètres sans pour autant réserver une nuit. Un lit. Parfois encore, elle changeait d'avis parce que l'accueil ou le service lui avait semblé trop aléatoire. De même, à sa manière d'être ou de se vêtir, Lady Cauliflower donnait à l'audience une image changeante. À ce sujet, il n'était pas raisonnable d'alimenter une persistance, mais bien de varier les plaisirs ou d'outrepasser son statut initial par l'emploi de ripots divers. Lors d'escapades plus fantasques, elle portait une perruque ou se travestissait dans le seul but de conserver ce brin de folie qui la maintenait en vie. Le pire était peut-être de faire face à l'étranger qui, sans vergogne, osait lui adresser la parole. Dans ce cas de trouble majeur, Lady Cauliflower n'avait d'autre choix que de jouer l'ignorance. Il suffisait simplement de feinter le mutisme et un soulèvement de sourcils, esquissé avec détermination, ramener l'intrus à son rang de sauvage. C'est ainsi qu'elle communiquait, sans dire un mot, dans la mesure et la renonciation. Elle avait expérimenté pour la première fois la pratique au hasard. Elle avait tenté, une fois seulement, de voyager par les airs et, victime de l'incompétence de la compagnie, Lady Cauliflower avait échoué toute une nuit et tout un jour encore dans un de ces sanctuaires. Elle s'était alors trouvée toute circonspecte face à la fourmilière sédentaire. Elle avait pris le temps de les observer, en groupe ou en solitaire, tous ces autres qui semblaient habitués à l'usage. Il y avait la meute des costumes d'affaires, les ventres rebondis, les blasés de l'escale qui se goinfraient sans morale de menus conçus
spécialement pour eux. La meute, lorsqu'elle ne prenait pas l'avion, posait des valises à roulettes aux 4 coins de la planète. Ils devaient, avait-elle pensé, être abonnés au même tailleur et s'être à l'occasion rencontrés en des places bien similaires. Cela n'avait pour autre territoire que de semblables hôtels d'aéroport. Était-ce donc par envie ou bien par souci de provocation que Lady Cauliflower avait eu pour tentation d'imiter la coutume? Elle avait noté ce besoin fugace au sein de la meute de se montrer en toutes circonstances à l'aise, comme bien établie, ici ou ailleurs, tant que le buffet du petit déjeuner comprenait fromages et saucisses et que la bière et le vin s'écoulaient, jusque tard dans le soir, des vannes et des fûts. Il y avait aussi les couples agacés et hagards, dont les maris prenaient les choses en main et employaient la parole pour telle ou telle requête. Les épouses, relayées au second plan, faisaient mine de comprendre et se satisfaisaient de l'idée de rester derrière, en compagnie des bagages. Lady Cauliflower, en les observant, eux aussi, pouvaient ressentir à distance toute la morosité de leurs échanges. Leur nuit, à cela, serait à coup sûr marquée de ronflements et d'yeux bouffis par le manque de sommeil. Elle les croisait, bien souvent, en route au petit matin, les premiers à profiter des œufs frits et du jus d'orange pressé lorsque celui-ci l'était pressé. Rares étaient les enfants et les jeunes, et cela n'était pas sans déplaire à Lady Cauliflower qu'une présence trop juvénile aurait à coup sûr surpassé. Il n'était, selon elle, pas de circonstance de maintenir en translation tant d'agitation. Dans les hôtels d'aéroport, il n'était pas question de jouer, sinon à celui qui dit qui est. Et tous s'empressaient, à mesure que les réserves s'épuisaient encore, de spécifier à tout autre qu'il avait bien d'autres choses à faire. Ils seraient nombreux à pointer au guichet le soir, bien rares au contraire, pauvres fantômes, à demeurer encore le jour venu. Lady Cauliflower avait pris pour habitude de caresser, du bout des doigts seulement, les tapisseries standards du mobilier au sein des hôtels d'aéroport. Jamais elle n'avait pu s'extasier vraiment du soyeux et du satiné, mais bien prendre part au simulacre d'un accueil émaillé. Les couleurs, ternes et sans surprise, affairait son besoin de protection intérieure. Fouler la moquette bleue ou bordeaux et maintenir, enfoncer, le bouton de l'ascenseur. Bien des sensations que Lady Cauliflower ajoutait à ses favorites. Traîner devant les vitrines du buffet aussi. Parcourir les couloirs et compter, à rebours, les numéros de chambre dont l'ordre logique déstabiliser les besoins d'imaginaire. Sentir le parfum du masculin au détour d'un étage, se figurait bien des scènes derrière les portes automatiques. Lady Cauliflower marchait lentement dans les allées des hôtels d'aéroport. Elle avait beaucoup de temps à perdre. Un matin qu'elle flânait à la réception, elle fut surprise de sentir poindre en coin des regards insistants sur elle. Elle crut d'abord à l'une de ces vaines tentatives d'établir le contact, puis elle comprit rapidement, à la manière dont les yeux s'intéressaient à elle, qu'elle n'avait pas affaire à un phénomène habituel. Ses yeux, qui la perçaient sans retenue, portaient en eux toute l'étrangeté des rencontres malveillantes. Il y avait beau y avoir, à proximité, un sourire fiché aux lèvres, Lady Cauliflower était au plus haut point mal à l'aise. Elle tenta de changer de place, ondulante en catimini, tout en percevant, subrepticement, les déplacements de l'inconnu qui la suivait encore. Se tenant plus à distance,
elle convint de noter que le malotru portait l'accoutrement le plus ridicule qu'elle eût jamais vu. Le cheveu long et tiré en arrière en une queue de cheval ébouriffée, une chemise bariolée de perroquets multicolores, des pantalons de laine épaisse marine, tombant trop haut sur des mocassins à glands. Il se tenait nonchalant, accoudé au comptoir d'accueil et, pourtant, aucun réceptionniste ne semblait l'avoir à sa charge. Il était bien le seul, ici, que l'on put remarquer au premier regard. Comment ne l'avait-elle pas elle-même aperçu lorsqu'il avait pénétré dans la salle presque vide ? Sans comprendre réellement pourquoi, ni comment, elle fut soudainement submergée par une panique insondable. Celui-ci, cet étranger des hôtels d'aéroport, ne devait pas rester là. Comme il la fixait encore, elle se leva comme fébrile et se précipita au dehors pour fuir. Il ne la suivit pas, elle en fut certaine. Elle avait pris grand soin de vérifier qu'aucun perroquet ne la poursuivait. Il lui fallut un certain temps pour reprendre ses esprits et tenter d'oublier la mésaventure. Alors que tout s'était apaisé en elle, elle prit la résolution de reprendre la route des hôtels d'aéroport. Elle s'abstint toutefois de se rendre en pèlerinage là où avait pris corps son angoisse. Ayant parcouru bien des routes pour atteindre ces lieux de retraite, Lady Cauliflore effaça de sa mémoire l'épisode malheureux. Les habitudes, tenaces à ceux qui les cultivent, sont l'apanage de l'équilibre. Depuis toujours, Lady Cauliflore préférait arriver de nuit dans les hôtels d'aéroport. Elle avait remarqué le reflux d'activité qui s'opérait aux premières heures. Les Minoises embrumées par le sommeil qui manquait, inondées, en un phénomène surprenant, les halls d'accueil. Un certain soir, pourtant, elle sentit poindre sur son dos la même sensation insupportable d'être observée, elle, plutôt que les autres. Elle reconnut, immédiatement, la marque caractéristique de l'invasion. La sensation engluée de ce qui avait déjà eu lieu autrefois. Et c'était bien lui, le forçat, qui la martelait encore de son sourire ostentatoire. Elle ne put se convaincre de la véracité de la scène tant la surprise et la panique l'avaient terrassée. Comme elle, le mauvais changeait de tenue comme de style et, ce jour-là, il avait les cheveux blonds et coupés, très courts, une cape de pluie mauve sur un ensemble noir. Une fois encore, elle fut absolument ahurie de constater que personne autour ne semblait être interloqué comme elle l'était elle-même par cet individu déroutant. Lady Cauliflore voyait en ses traits bien des malheurs, sinon le majeur qui consistait à l'arracher, elle, et par ce simple regard, de sa douce réalité. Elle ne pouvait accepter sans colère, sans la plus grande des indignations, qu'un être, quel qu'il soit, s'obstine de la sorte à usurper sa tâche, comme il le faisait. Face à la mission, ils étaient semblables, car éloignés de la foule, mais tout à la fois grand observateur. À la différence de Lady Cauliflore, et ce fut ce qu'elle nota, l'inconnu semblait se concentrer uniquement sur elle. Il la foudroyait du regard, et cette diablerie la déstabilisait violemment. Il ne la quittait plus des yeux à présent. Ce fut un duel, la confrontation de deux âmes pensantes, de deux gouttes de pluie, et, tout autour, le bal des quidams animés. Lui, assis au bar, elle, postée à l'entrée comme déterminée à fuir encore. Une tentation libératrice, une pensée qui s'échappa, et la nécessité d'affronter l'adversaire. À ce stade novice de la rencontre visuelle, l'idée de la confrontation plongeait Lady Cauliflore dans la torpeur de ce que l'on nommait l'état second. Le personnage n'avait pas son pareil pour produire sur elle un effet de déstabilisation tel que déjà la robe à étages de Lady Cauliflore était trempée de sueur. Des gouttelettes s'abattaient à grande vitesse dans le bas de son dos,
répandant en une tache tenace la marque de sa faiblesse. Pour cette raison, Lady Cauliflore était déterminée à lui faire face, à lui faire corps. Le malin prit le parti de venir vers elle, et ce mouvement inattendu la tétanisa de plus belle. Elle avait perdu toute faculté psychomotrice et seuls ses doigts s'agitaient alors au fond de ses poches. La doublure, satinée, devenait moite et chaude. Il s'approchait lentement, sûr de lui, de chacun de ses gestes. L'ayant presque atteinte, il s'arrêta net. Il la pointa de l'index. Il se trouvait, le dos bien droit près de l'entrée, au milieu du couloir où chacun circulait. L'homme la tétanisait ainsi, immobile, au cœur de cet hôtel d'aéroport où personne ne semblait rien remarquer. Était-elle folle ou sujette à la fièvre pour imaginer une telle scène ? À cette heure du petit jour, alors que la nuit pâlissait encore, Lady Cauliflore se trouvait seule au monde. Elle était la victime avérée d'un bourreau solitaire. Tel le caméléon, l'inconnu se fondait dans la masse, et de cette main vengeresse la désignait, elle, à son triste sort. Le temps s'était figé en un amas disparate de sensations diffuses. Il n'y avait plus autour ni clients, ni personnel, ni restaurant, ni acajou ciré. Plus de tapis sur le sol, plus de néons au plafond, plus d'odeur de cuir et de plastique, plus aucun témoin vivant ou artificiel digne d'attester de la violence de cette situation. Lady Cauliflore se tenait toujours de pied. Elle ne pouvait affirmer en cet instant solennel si elle avait trop chaud ou trop froid, si le sang coulait toujours dans ses veines. Avait-elle seulement encore un corps ou un cœur ? Droit sur ses pieds, fiché au sol, le diable en personne avait pris le temps de s'intéresser à elle. Il soutenait avec force son bras levé, et cette position venait souligner l'ampleur de sa cape de pluie. Lady Cauliflore, submergée par l'émotion mais toutefois consciente, aurait souhaité crier. Elle aurait désiré, plus que tout au monde, réveiller la meute pour qu'elle prenne son parti et qu'elle s'agite en un mouvement anonyme, afin que tous la secourent. Néanmoins, ayant ouvert grand de sa bouche, elle s'en trouva tout à fait incapable. Il ne subsistait de sa personne qu'un reste fragile d'humanité et le sentiment douloureux de perte totale de contrôle. Toujours face à elle, celui qui n'était plus qu'une ombre susurra quelques mots inaudibles qu'elle semble répéter. Et les mots, incompréhensibles, s'enchaînaient en une boucle lancinante. Elle fit l'effort, elle se concentra, mais l'atmosphère était si pesante qu'elle ne put parvenir à déchiffrer le message. Il la mitraillait de ses paroles incantatoires et bientôt ce fut la pièce tout entière qui fut gagnée par un brouhaha insupportable. Le bruit, lancinant et indéchiffrable, pouvait tout au plus s'assimiler au grouillement pestilentiel d'une armée de rongeurs et de parasites tentant de percer le mur pour se frayer un passage. Lady Cauliflore n'eut d'autre choix que de lever ses deux mains aux oreilles pour tenter de protéger ce qui lui restait encore de santé mentale. Appuyant avec force, martelant sa boîte crânienne de coups salvateurs, elle voulut faire taire la vermine qui approchait. Il semblait régner ici une odeur âcre de résidus organiques en décomposition. Elle sentit poindre en elle un élan de nausée qu'elle retint avec difficulté. C'était à présent ses poches, puis tous ses vêtements qui s'emplissaient d'une mousse visqueuse, et cette sensation inconfortable, incontrôlable, qui la poussa à secouer avec ardeur tous ses membres. Il lui fallait évacuer ce fourmillement qui s'emparait de son corps.
Elle pleurait, alors, et ôta avec frénésie sa tenue jusqu'à ses soquettes blanches et son collier de quartz. Ça la brûlait malgré tout, comme si toute sa personne se faisait immoler de l'intérieur. Elle n'était plus qu'une flamme incandescente qui se nourrissait de son propre feu. Malgré la douleur incontestable et l'odeur de viande grillée, Lady Cauliflore secouait encore ses membres et apercevait ses avant-bras, un genou sur l'autre plié. La torsion insurmontable de ses viscères la poussant à rentrer les épaules et quelques lambeaux de chair pelée. Instantanément, le feu se tut à l'intérieur. Lady Cauliflore s'abattit, hagarde, et plus aucun bruit ne se fit entendre. La douleur physique s'était éteinte et un sentiment d'impuissance l'envahit. Elle se tenait accroupie, dans la position fétale équivoque, et il lui était impossible de conserver une once de conscience. Cependant, la forme diffuse qui lui faisait face lui souriait encore, et ce fut la seule chose qui lui fut permis de constater. Lady Cauliflore avait tout perdu de sa propre enveloppe, de son âme, et la mine, satisfaite devant ses yeux, était l'unique image qui lui était encore donnée de saisir. Il y avait entre elle et ça un lien que l'on n'aurait pu briser. Il devint subitement son seul refuge, l'inébranlable chapelle à laquelle Lady Cauliflore pouvait encore se fier. Elle tendait vers lui une main tremblante. Elle aurait souhaité pouvoir le toucher et comprendre peut-être de quelle matière il était fait. Elle aurait aimé le sentir aussi, afin de saisir au vol l'odeur de la mort et ainsi prendre part au secret éternel. Elle maintint la position quelques secondes supplémentaires, puis chut en un râle évocateur. L'autre souriait toujours, et il baissa le bras. Il fixait encore le visage rougeoyant de Lady Cauliflore qui devait économiser son souffle. Elle crachait, par à-coups, de petites giclées de sang, et une saveur métallique s'était emparée de sa bouche. Elle parvenait, du seul œil valide qui lui restait encore, à apercevoir l'individu qui s'approchait de son corps inerte. Il fit le tour et vint se placer derrière elle. Elle nota dans ce qui lui restait de vivant que celui-ci n'avait plus d'yeux. Seules 2 orbites au reflet d'obsidienne la fixaient avec détermination. Il souffla sur les braises qui brûlaient par endroits et attrapa son visage avec la plus grande des délicatesses. Tout était calme, serein, dans cet hôtel d'aéroport. Il releva la mèche qui tombait sur son front incendié et y déposa un chaste baiser. Ayant fourni un dernier effort, Lady Cauliflore leva les yeux et aperçut, alors que l'air peinait à transiter en elle, son reflet dans l'obscurité du regard de l'homme. C'était ainsi sa propre bouche qui lui souriait, ses propres mains qui la maintenaient. Elle reconnut ses propres cheveux tombant au-dessus de son nez et la cicatrice qu'elle s'était faite sur la poitrine, entre ses 2 clavicules.
venez d'entendre, dans le cadre de l'émission Écho dans la nuit, Justine Guillard qui a interprété sa propre nouvelle, Lady Cauliflore. Je vais enchaîner avec de la lecture de T.S. Eliot. Sous la forme d'une sélection d'extraits des 4 quatuors. Temps présent et temps passé sont tous deux présents peut-être dans le temps à venir, et le temps futur contenu dans le temps passé. Si tout le temps est éternellement présent, le temps entier demeure irrémissible. Ce qui aurait pu être est une abstraction qui ne reste une perpétuelle possibilité que dans un monde de spéculation. Ce qui aurait pu être et ce qui a été pointent vers une seule fin qui est toujours présente. Va-t'en, va-t'en d'ici, va-t'en, dit l'oiseau. L'espèce humaine ne peut porter un grand poids de réalité. Temps passé et temps futur, ce qui aurait pu être et ce qui a été pointent vers une seule fin qui est toujours présente. Le fil qui vibre dans le sang chante sous d'ineffables cicatrices et apaise des guerres longuement oubliées. Au point de quiétude du monde qui tournoie, ni dans la chair, ni désincarné, ni provenance, ni visée. Au point de quiétude, c'est là qu'est la danse, mais sans arrêt ni mouvement. Ne l'appelez pas fixité. Le lieu où le passé et l'avenir se joignent, ni exode ni élan, ni ascension ni déclin, n'était le point de quiétude, la danse n'aurait pas lieu. Or il n'y a rien que la danse. Je puis dire seulement, là nous avons été, mais je ne saurais dire où. Et je ne peux dire combien de temps, car ce serait le situer dans la durée. Pourtant, l'enchaînement du passé et de l'avenir, tissé dans la faiblesse du corps changeant, protège les humains du ciel et de la damnation que nulle chair ne peut endurer. Temps passé et temps futur ne permettent que très peu de conscience. Être conscient, c'est ne pas être dans le flux du temps. Non, elle n'est pas d'ici l'obscurité, dans ce monde qui pépille. Descends plus bas, descends seulement dans le monde de la solitude perpétuelle. Un monde qui n'est pas un monde, sinon justement, cela qui n'est nul monde, obscurité interne, dépossession et destitution de toute propriété, dessèchement du monde sensible, évacuation du monde imaginaire, inopérance du monde de l'esprit. Tel est l'un des chemins et l'autre est le même, non par le mouvement, mais dans l'abstention de mouvement, alors que le monde se meut. La lumière trouve son repos
au point de quiétude du monde tournoyant. Les paroles se meuvent, la musique se meut, seulement dans la durée. Mais ce qui n'est que vivant peut seulement mourir. Les mots, après le discours, atteignent jusqu'au cœur du silence. Seulement par la forme, le motif, les mots ou la musique peuvent atteindre la quiétude comme un vase chinois immobile se meut perpétuellement au sein de son repos. Non la quiétude du violon, tant que la note dure. Non pas cela seulement, mais la coexistence, ou disons que la fin précède le commencement. Que la fin et le commencement furent toujours là, avant le commencement et après la fin. Et tout est toujours maintenant. Le désir lui-même est mouvement, qui n'est pas désirable en lui-même. Amour est lui-même immobile, seulement cause et fin du mouvement. Et mon commencement est ma fin. Tour à tour, des maisons s'élèvent et tombent, s'écroulent, sont agrandies, enlevées, détruites, restaurées ou à leur place. Les maisons vivent et meurent. Il y a un temps pour bâtir, un temps pour vivre et engendrer. La durée des saisons et des constellations, le temps de la traite et le temps de la moisson, le temps de l'accouplement de l'homme et de la femme, et celui des bêtes. Pieds qui se lèvent et qui retombent, manger et boire, fiente et mort. L'aube point, un autre jour s'apprête à la chaleur et au silence. Au large, le vent d'aube se ride et glisse sur la mer. Je suis ici ou là-bas, ou ailleurs, et mon commencement. La connaissance impose un modèle, et elle fausse, car le modèle est neuf à chaque instant, et chaque moment est une neuve et bouleversante évaluation de tout ce que nous avons été. Oh, noir, noir, noir. Tous ils vont dans le noir. Les espaces interstellaires béants. Le vide va dans le vide. Les capitaines, les banquiers d'affaires, les éminents hommes de lettres, les généreux protecteurs des arts, les hommes d'État et les potentats, les fonctionnaires distingués, présidents de nombreux comités, les magnats de l'industrie et les petits concessionnaires, tous ils vont dans le noir. Et noir, le soleil et la lune, l'almanach de Gotha et la gazette de la bourse, l'annuaire des directeurs. Et glacé, le sens perdu, le mobile de l'action. Et nous allons tous avec eux dans les silencieuses funérailles. Les funérailles de personne, car il n'y a personne à enterrer. J'ai dit à mon âme, tiens-toi tranquille, et laisse l'obscur descendre sur toi, qui deviendra l'obscur de Dieu. Ainsi dans un théâtre, lorsque les feux s'éteignent pour un changement de décor, et nous savons que les collines et les arbres, le panorama lointain et l'audacieuse façade imposante
sont tous emportés sur des roulettes, ou comme dans une rame dans le métro, s'arrêtent trop longtemps entre les stations, et la conversation monte puis s'évanouit lentement dans le silence. Et vous voyez, derrière chaque visage, le vide mental s'approfondir, ne laissant que la terreur grandissante de n'avoir rien à quoi penser, ou quand sous les terres, l'esprit est conscient, mais conscient de rien. pour arriver là où vous êtes. Pour sortir d'où vous n'êtes pas, vous devrez aller par un chemin dépourvu d'extase. Pour arriver à ce que vous ne savez pas, vous devrez passer par un chemin qui est la voie de l'ignorance. Pour posséder ce que vous ne possédez pas, vous devrez passer par la voie du dépouillement. Pour arriver à ce que vous n'êtes pas, vous devrez passer par le chemin dans lequel vous n'êtes pas. Et ce que vous ne savez pas est la chose que vous sachiez. Et ce que vous possédez, c'est ce que vous ne possédez pas. Et là où vous êtes, c'est là où vous n'êtes pas. Pour être réchauffé, je dois d'abord geler et trembler dans les feux glacés du purgatoire, dans la flamme et de roses et de ronces, la fumée. L'amour est au plus près de lui-même quand ici et maintenant cesse de compter. Les vieillards devraient être explorateurs. Ici et là-bas n'importe guère. Nous devons nous mouvoir sans trêve et sans relâche, au cœur d'une autre intensité, pour une plus parfaite union, une communion plus profonde, à travers le froid obscur et la désolation vide. Les gens changent et sourient, mais l'agonie persiste. Le temps qui détruit est le temps qui conserve. Et la voie vers le haut est la voie qui descend. Le chemin vers l'avant est le chemin qui revient. Ici, entre le proche et le lointain rivage, alors que le temps s'est retiré, considérez l'avenir et le passé avec une âme égale. En un moment qui n'est ni d'action, ni d'inaction, vous pouvez recevoir ceci. Quelle que soit la sphère de l'être où s'attache l'esprit d'un homme, au temps de sa mort, voilà l'unique action. Et l'heure de la mort est à chaque moment. Communiquer avec Mars, s'entretenir avec les esprits, rapporter le comportement du serpent de mer, tirer l'horoscope, consulter les aruspices sous la boule de cristal, détecter la maladie dans les signatures, retracer la biographie d'après les rides de la paume et la tragédie selon les doigts, libérer les présages par sortilège ou dans les feuilles de thé, questionner l'inévitable avec des cartes à jouer, jongler avec des pentagrammes ou des acides barbituriques, disséquer l'image récurrente jusqu'à nos terreurs préconscientes, explorer la matrice ou la tombe ou la songe. Ces choses-là sont toutes passe-temps et drogues ordinaires,
sujet d'attraction pour la presse. La curiosité des hommes fouille le passé et l'avenir et se cramponne à cette dimension. Mais saisir le point d'intersection de l'être intemporel avec la durée, voilà une occupation pour le saint. Par une tâche non plus, mais quelque chose est donné et pris tout le temps d'une vie en agonie d'amour, avec ardeur et sacrifice et abandon de soi. Ici, le passé et l'avenir sont conquis, réconciliés En ce lieu où sinon l'action serait mouvement de ce qui n'est que mu et ne recèle en soi nulle source de mouvement, poussé par des forces démoniques, de chtonique puissance, et l'action juste et liberté à l'égard du passé comme de l'avenir. Pour la plupart d'entre nous, tel est le but qui ne pourra jamais être atteint ici-bas. Nous qui demeurons invaincus seulement parce que nous n'avons jamais cessé d'essayer. Va couronner l'effort de toute cette vie. D'abord le frottement glacé d'un sens expirant, privé d'enchantement, n'offrant d'autres promesses que l'amère insipidité du fruit qui n'est que l'ombre quand corps et âme commencent à se disjoindre. Item la rage qui se sait impuissant face à l'humaine folie et le rire qui lacère. Devant ce qui a cessé de nous amuser, Enfin la peine déchirante de rejouer en nous-mêmes tout ce que nous avons fait. et été. Puis la honte des mobiles avoués sur le tard. La prise de conscience des mauvaises actions faites pour nuire à autrui, que tu prenais jadis pour geste de vertu. Alors, l'approbation des sots irrite, et l'honneur souille. De tort en tort, l'esprit exaspéré procède. S'il n'est point restauré par ce feu qui affine, Où tu te mouveras en mesure comme un danseur. Il y a 3 conditions qui ont souvent l'air semblables, mais diffèrent complètement, tout en fleurissant sur la même haie. L'attachement à soi, aux choses et aux personnes, le détachement de soi, des choses et des personnes, et, poussant entre elles, l'indifférence, qui ressemble aux autres comme la mort ressemble à la vie, élan ayant lieu entre 2 vies, croissant mais sans jamais fleurir, entre la vivante ortie et la morte. à quoi sert la mémoire? À nous libérer? Non par appauvrissement de l'amour, mais par expansion de l'amour au-delà du désir. Et de cette manière, libération de l'avenir, autant que du passé. Le seul espoir, ou à défaut le désespoir, réside dans le choix entre bûcher et bûcher. Nous ne serons sauvés du feu que par le feu. qui donc inventa le tourment? Amour. Amour est le nom peu familier derrière les mains qui ourdirent l'intolérable tunique de flamme Qu'aucun pouvoir humain ne pourrait dépouiller.
Nous vivons, nous aspirons seulement. Consumés tantôt par le feu ou par le feu. Avec l'attirance de cet amour et la voix de cet appel, nous ne cesserons pas d'explorer, et la fin de toute notre exploration sera d'arriver à l'endroit d'où nous sommes partis. Et de connaître le lieu pour la première fois. Passant par la porte inconnue dont nous nous souvenons, quand l'ultime coin de terre qui reste à découvrir est celui qui était notre commencement. À la source du fleuve le plus long, la voix de la cascade cachée et les enfants dans le pommier. Non connus puisque non cherchés, mais entendus, à demi entendus dans le silence, entre deux vagues de la mer. Vite, ici, tout de suite, toujours. Un état de complète simplicité, ne coûtant pas moins du tout, et tout sera bien, et toute manière de chose sera bien, quand les langues de feu se reploient dans le nœud de feu qu'elles couronnent, quand la feu et la rose sont un.
Il est minuit 53. Une nouvelle semaine commence. Merci de la commencer avec nous. Vous écoutez toujours Radio Campus, l'émission Écho dans la nuit. Vous venez d'entendre mon interprétation des 4 quatuors de Thomas Stearns Eliot. Et précédemment, vous avez entendu, je le rappelle, la nouvelle intitulée Lady Cauliflower de Justine Guillard, comédienne, écrivain. Je vais terminer cette émission avec un autre texte de Thomas Stearns Eliot, peut-être un peu plus calme, intitulé Les hommes creux. Nous sommes les hommes creux, les hommes empaillés, cherchant appui ensemble, la caboche pleine de bourre, hélas. Nos voix desséchées, quand nous chuchotons ensemble, sont sourdes, sont inanes, comme le souffle du vent parmi le chaume sec, comme le trottis des rats sur les tessons brisés, dans notre cave sèche. Silhouettes sans forme, ombres décolorées, gestes sans mouvement, force paralysée, ceux qui s'enfurent le regard droit vers l'autre royaume de la mort, gardent mémoire de nous, s'ils en gardent, non pas comme de violentes âmes perdues, mais seulement comme d'hommes creux, d'hommes empaillés. Les yeux que je n'ose pas rencontrer dans les rêves. Au royaume de rêve de la mort, eux n'apparaissent pas. Là, les yeux sont du soleil sur un fût de colonnes brisées. Là, un arbre se balance, et les voix sont dans le vent qui chante, plus lointaines, plus solennelles qu'une étoile pâlissante. Que je ne sois pas plus proche au royaume de rêve de la mort, qu'encore je porte pareil franc déguisement, robe de rat, peau de corbeau, bâton en croix, dans un champ me comportant selon le vent, pas plus proche, pas cette rencontre finale au royaume crépusculaire. C'est ici la terre morte, une terre à cactus. Ici les images de pierre sont dressées. Ici elles reçoivent la supplication d'une main de mort, sous le clignotement d'une étoile pâlissante. Est-ce ainsi dans l'autre royaume de la mort, veillant seul, à l'heure où nous sommes tremblants de tendresse, les lèvres qui voudraient baiser esquissent des prières à la pierre brisée. Les yeux ne sont pas ici. Il n'y a pas d'yeux ici. Dans cette vallée d'étoiles mourantes, dans cette vallée creuse, cette mâchoire brisée de nos royaumes perdus. En cet ultime lieu de rencontre, nous tâtonnons ensemble, évitant de parler, rassemblés là, sur cette plage, du fleuve enflé. Sans regard, à moins que les yeux ne reparaissent, telle l'étoile perpétuelle, la rose aux mains pétales, du royaume crépusculaire de la mort, le seul espoir d'hommes vides.
Tournons autour du figuier, de barbarie, de barbarie. Tournons autour du figuier, avant que le jour se soit levé. Entre l'idée et la réalité, entre le mouvement et l'acte, tombe l'ombre, car tien est le royaume. Entre la conception et la création, entre l'émotion et la réponse, tombe l'ombre. La vie est très longue. Entre le désir et le spasme, entre la puissance et l'existence, entre l'essence et la descente, tombe l'ombre. Car tien est le royaume. Car tien est, la vie est. Car tien est. C'est ainsi que finit le monde. C'est ainsi que finit le monde. C'est ainsi que finit le monde. Pas sur un boom, sur un murmure. Voilà, cet épisode d'Écho dans la nuit est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez laisser des suggestions de lecture avec référence, si possible, sur la page Facebook de cette émission, à l'adresse www.facebook.com/écho dans la nuit, écho avec le S du pluriel, ou vous tapez dans le champ de recherche de Facebook Écho dans la nuit. Je suis votre hôte Benoît Muche et je vous souhaite une excellente nuit et une très très bonne semaine, et je vous donne rendez-vous dimanche, comme d'habitude, à minuit. Faites de beaux rêves.